La soi-disant minorité marginale a commencé à faire son chemin vers Ottawa. Des milliers de camionneurs et leurs partisans se sont dirigés vers la capitale nationale pour protester contre les restrictions du COVID. Et ils n'allaient pas partir avant que les restrictions ne soient levées. Les autorités ne semblaient pas être immensément alertées de cela. Même la police d'Ottawa a rassuré ses citoyens que la situation était sous contrôle et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. L'argent amassé par les organisateurs fut l'un des sujets de l'heure. Le GoFundMe créé par Tamara Lynch le 14 janvier 2022 avait atteint quasiment 1 million de dollars le 21 janvier, pour ensuite atteindre plus de 6 millions le 27 janvier d'après. C'est dès lors que tout a basculé. Le même jour, le 27 janvier, le premier ministre Trudeau a fait une conférence de presse par rapport au convoi de la liberté, en proclamant que la petite minorité de gens qui entretiennent des points de vue inacceptables ne représentent pas les Canadiens qui ont été présents dans la lutte contre le coronavirus. The small fringe minority. Par la suite, le GoFundMe a atteint plus de 10 millions de dollars. Et ensuite, le 3 février, le tout a été premièrement gelé et puis annulé complètement. L'argent a ensuite été retourné aux donateurs. GoFundMe a rompu ses liens avec les manifestants du convoi tard vendredi, le 24 février, invoquant la promotion de la violence et du harcèlement dans les rues d'Ottawa. Cette annonce suivait l'une des plus grandes campagnes de financement de la société à ce jour. Dès lors, les organisateurs se tourneront vers Give-Send-Go afin de ramasser l'argent annulé et remboursé aux donateurs. Durant le 29-30 janvier, principalement durant le pic de la manifestation, les médias grand public ont montré quelques photos de certains drapeaux qui auraient volé durant la journée. Un autre de nos reportages portera sur ce sujet. Malgré l'immense foule, le tout a demeuré pacifique. Cette fin de semaine-là, selon la police d'Ottawa, aucune arrestation aurait été rapportée en lien avec le convoi de la liberté. Probablement pour donner suite à cela, le lendemain matin, le 31 janvier, le premier ministre a tenu une autre conférence de presse signifiant qu'il travaillera de la maison dû au fait que lui ainsi que sa famille avaient testé positif à la COVID-19 malgré les triples doses de vaccin. Ce fut aussi pour lui une belle accommodation raisonnable pour ne pas se rendre au Parlement d'Ottawa durant le temps de sa quarantaine où plusieurs milliers de manifestants s'y trouvaient toujours. De plus, il a saisi l'opportunité afin de diaboliser le mouvement en mentionnant que celui-ci était raciste, violent et dont les gens volaient la nourriture des sans-abri. I want to be very clear. We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. Lincoln Jay, Guillaume Roy, moi-même et d'autres membres de notre équipe étions présents pour certains du 28 janvier jusqu'au 26 février. Et aucun de nous n'avons pu acquiescer ces informations. Bien au contraire, une ambiance pacifique a été maintenue durant ces 3 semaines. Des terrains de jeu pour les enfants ont été construits, des tentes de nourriture et dons étaient offerts à tous les gens dans le besoin. Un village a vu le jour et plus en plus de personnes ont créé des amitiés. Le 7 février, une injonction de la Cour a été accordée afin de conserver le silence et stopper les camionneurs d'utiliser leurs klaxons pour 10 jours consécutifs. Malgré tout, l'occupation des manifestants continua de causer des tensions politiques, dont le 11 février, Doug Ford a déclaré l'état d'urgence pour la province de l'Ontario. Il déclara avoir réussi à demander à un tribunal de geler l'accès aux millions de dollars recueillis pour le convoi, soit plus de 8 millions amassés à l'instar d'environ une semaine par environ 90 000 donateurs par l'intermédiaire de la plateforme de collecte de fonds en ligne Give-Send-Go. Plusieurs autorités et politiciens ont tenté de trouver une solution afin de défaire cette manifestation qui siégeait aux alentours du Parlement. L'ambiance sur place, elle, était tout à fait autre. Beaucoup d'amour et d'entraide étaient présents et peu de camionneurs ne semblaient être dérangés par les menaces posées sur eux. Certaines constructions prenaient forme ainsi que des boîtes à mal
qui sont apparus afin de propager le message que ces derniers allaient rester jusqu'à la fin. Le 13 février, le maire d'Ottawa, Jim Watson, affirme qu'il a conclu un accord avec les dirigeants du convoi de la liberté pour retirer les camions des quartiers résidentiels cette semaine-là. Ce qui est arrivé, car nous avons pu constater que plusieurs camions avaient quitté certaines rues pour se condenser sur la rue Wellington. Malgré cet accord fait entre le maire et les organisateurs, le lendemain, 14 février, M. Trudeau a évoqué la loi sur les mesures d'urgence, lui accordant 7 jours de grâce afin de procéder au démantèlement du convoi. The federal government has invoked the Emergencies Act. De plus, ses pouvoirs lui permettant dès lors de geler les comptes bancaires de tous les gens impliqués avec le convoi de la liberté, annuler leur licence de voiture, ainsi qu'annuler les compagnies des camionneurs. La police a distribué 2 différents papiers d'avertissement, le 16 ainsi que le 17 février, mentionnant que toute personne qui ne respecterait pas les consignes de quitter les lieux pouvait se voir arrêter avec des charges criminelles et que leur véhicule allait être remorqué. Malgré tout, les camionneurs n'ont pas été intimidés par cela. C'est au matin du 18 février que tout a basculé. Plusieurs milliers de policiers de partout au Canada ont été déployés avec armes, produits chimiques, matraques, chevaux et tanks afin de démanteler le convoi. Le tout a commencé vers l'heure du midi pour continuer toute la nuit. La deuxième journée fut davantage agressive. Nous pouvions sentir la tension provenant de la première ligne des autorités policières. Plusieurs personnes se sont fait agresser à coups de bâton. Il y a eu utilisation de gaz lacrymogène ainsi que de poivre de Cayenne. Des vitres de véhicules ont été fracassées et des arrestations de toutes sortes ont été effectuées. Les policiers, à un moment, encerclaient les manifestants pacifiques qui ont été repoussés dans les ruelles adjacentes. Le soir même, des clôtures ont été installées autour de la rue Wellington avec en plus une centaine de points de contrôle policier autour du périmètre dite la zone rouge. Le dimanche matin, la ville était sous tension. Harcelant toute personne se trouvant dans la rue à l'intérieur du périmètre était soumise à une interrogation sévère et agressive, menaçant toute personne n'étant pas résident d'Ottawa et sans preuve de travail dans le périmètre de se faire arrêter sous le champ. À 16h30 cette journée-là, ce fut au tour du quartier général de goûter aux interventions policières. Le tout a été démantelé avec peu d'arrestations et véhicules remorqués. Une estimation basée sur les coûts de maintien de l'ordre a été estimée à environ 800 000 $ par jour et les coûts de services municipaux estimés à 200 000 $. Ceci est payé par les contribuables pour mettre fin à une manifestation extrêmement pacifique. Le 21 février, c'était le temps que le vote se fasse au niveau de l'invocation des mesures d'urgence. M. Trudeau a tenacement gardé son récit sur la nécessité de ces mesures d'urgence, persuadé que les camionneurs étaient prêts à ressurgir afin de revenir bloquer les ponts et les rues. Le tout fut adopté en soirée à 185 contre 151. Moins de 48 heures plus tard, tout bonnement, M. Trudeau ne voyait plus la nécessité de tout cela. Qu'est-ce qui a donc changé? Le vendredi suivant, quelques camionneurs ont commencé à réclamer leurs véhicules à la fourrière au 3100 Conroy Road. Le prix de tout cela? Perte de leur plaque d'immatriculation avec des frais de 516 $ pour les petits véhicules et 1191 $ pour les véhicules lourds. Et le tout sans compter tout l'équipement qui a été volé pour certains, ainsi que les dommages qui ont été causés aux véhicules par non seulement les policiers, mais probablement d'autres facteurs externes. Maintenant, une action en justice vise toutes les personnes impliquées dans la manifestation du convoi. L'avocat, M. Chan, a recueilli les plaques d'immatriculation de plus de 400 participants et espère obtenir les informations sur ceux qui ont fait des dons au convoi après le 4 février. Il a estimé à au moins 306 millions de dollars le montant total des salaires et des revenus perdus en raison de l'occupation. Une manifestation qui, au tout départ,
avait tout pour devenir un mouvement pacifique qui a été démantelé et diabolisé par les politiciens suivant le récit du gouvernement Trudeau. Ce fut le récapitulatif des 3 semaines et même plus concernant le convoi pour la liberté. C'était Alexandre pour Rebelle News. Donc, comme vous avez pu le constater, les rues d'Ottawa sont maintenant nettoyées, le convoi démantelé, mais l'histoire n'est pas terminée. Si vous voulez nous aider à continuer à couvrir ce qui se passe avec l'histoire du convoi pour la liberté, vous pouvez donner généreusement à convoyreport.com et également, vous pouvez visualiser tous nos reportages qu'on a fait auparavant. Merci.